Mon mari prétendait qu'il travaillait tard le soir de notre anniversaire. Je l'ai surpris à son bureau et je l'ai trouvé avec une autre femme. Son amante était ma propre sœur. J'ai expliqué leur liaison à toute la famille pendant le dîner. Vous connaissez cette sensation lorsque vous vous préparez pour ce qui devrait être la soirée la plus romantique de l'année et que vous n'arrivez pas à vous débarrasser du sentiment que quelque chose ne va pas? C'était mon cas mardi dernier, devant le miroir de ma chambre, enfilant la robe rouge que Michel m'avait achetée pour mon anniversaire il y a 3 ans, notre 10e anniversaire de mariage, une décennie de mariage, et je le célébrais seul parce que mon mari était trop occupé à travailler pour m'emmener dîner. Mais permettez-moi de remonter un peu le temps, car cette histoire ne commence pas vraiment mardi soir. Elle commence des mois plus tôt avec de petites choses qui ne semblaient pas importantes à l'époque, comme la façon dont Michel a commencé à prendre une douche dès qu'il rentrait du travail alors qu'auparavant il s'effondrait sur le canapé et se plaignait de sa journée en premier, ou la façon dont il s'est soudainement réintéressé à faire de l'exercice après des années d'excuses sur sa fatigue pour aller à la salle de sport. De petits changements que j'ai justifiés car je voulais croire que mon mari essayait juste de s'améliorer. J'aurais dû voir les signes plus tôt, mais l'amour rend aveugle, n'est-ce pas? L'amour nous fait rationaliser les preuves juste devant nos yeux. Comme quand Michel a commencé à poser son téléphone face cachée sur la table du dîner ou quand il a commencé à prendre des appels dans le garage parce qu'il y avait trop de bruit à l'intérieur. Je me disais qu'il était simplement plus professionnel avec les appels professionnels, plus attentionné envers notre temps familial. Michel travaillait de plus en plus tard au cours des 6 derniers mois. Toujours la même excuse, gros projet, client exigeant. Vous savez comment c'est, mon cœur. Le dossier des champs, disait-il, demandait une attention constante. Et comme l'épouse dévouée que j'avais toujours été, je l'ai cru. Je lui préparais son dîner et le laissais au réfrigérateur avec de petits mots. J'espère que ta journée s'améliorera. Je t'aime. Ou, n'oublie pas de manger autre chose que du café aujourd'hui. Je m'endormais seul la plupart des nuits, me réveillant pour constater que le côté du lit était à peine perturbé, comme s'il s'y était effondré quelques heures avant de repartir en hâte. En y repensant maintenant, je me rends compte qu'il y avait tellement de signaux d'alarme que j'ai ignorés. Comme la façon dont il rentrait sentant un parfum qui n'était pas le mien. Pas fort, juste une légère trace qu'il expliquait en disant qu'il s'était assis à côté d'une collègue lors d'une réunion ou qu'il avait pris l'ascenseur avec quelqu'un. Ou comment son linge incluait soudainement des chemises que je n'avais jamais vues auparavant. De belles chemises que, prétendait-il, l'entreprise avait fournies pour des présentations clients. Même son vocabulaire a commencé à changer, parsemé de phrases qu'il n'avait jamais utilisées auparavant, des mots qui semblaient empruntés à la bouche de quelqu'un d'autre. Mais cet anniversaire était différent. C'était censé être notre journée. Nous avions planifié ce dîner chez Trattoria Giovanni, le même restaurant italien où il m'avait demandé en mariage il y a 10 ans, pendant des semaines. J'avais fait la réservation moi-même, entourant la date sur notre calendrier de cuisine d'un cœur rouge. J'avais acheté une nouvelle robe spécialement pour l'occasion. J'ai passé l'après-midi chez le coiffeur. J'ai même réservé une babysitter pour notre fille de 8 ans, Emma, qui passait la nuit chez ma mère. Pour que Michel et moi puissions avoir une soirée entière rien qu'à nous. Emma était si excitée à propos de notre dîner d'anniversaire. Elle m'avait aidé à choisir ma robe, se tenant dans la cabine d'essayage du grand magasin et battant des mains quand j'ai essayé la rouge. Papa va penser que tu ressembles à une princesse, maman, avait-elle dit, et mon cœur s'était fondu. Elle nous avait même fait une carte à l'école avec des bonshommes allumettes de Michel et moi nous tenant la main sous un arc-en-ciel. Joyeux 10 ans, disait-elle dans son écriture soignée de 2e année. Cette carte était posée sur ma commode pendant que je me préparais, un rappel de ce que cette nuit était censée signifier. Tout était parfait sauf un détail crucial. Mon mari. L'appel est arrivé à 18h30 juste au moment où j'appliquais mon rouge à lèvres devant le miroir de la salle de bain. Le même miroir où Michel avait l'habitude de se tenir derrière moi le matin, m'embrassant le cou pendant que je me préparais pour le travail, me disant que j'étais belle, même avec les cheveux du matin et sans maquillage. Maintenant, ce miroir ne reflétait que moi, seul, m'habillant pour un dîner qui n'allait pas avoir lieu. Sa voix semblait fatiguée, tendue, mais il y avait quelque chose d'autre en dessous. Quelque chose que je ne parvenais pas tout à fait à identifier à l'époque. Sarah, je suis tellement désolé, mais je ne peux pas venir ce soir. Ce projet des champs est en train de s'effondrer, et si je ne le résous pas maintenant, nous pourrions perdre le contrat. J'ai fixé mon reflet dans le miroir, regardant mon visage se décomposer en temps réel, regardant 10 ans de déception s'abattre sur moi comme une vague. Michel, c'est notre anniversaire,
ai-je dit doucement, en essayant de garder la déception hors de ma voix. J'avais appris au fil des ans qu'exprimer ma frustration concernant son emploi du temps de travail ne faisait que le rendre sur la défensive, ne menait qu'à des disputes sur la façon dont il travaillait dur pour subvenir aux besoins de notre famille. Je sais, bébé. Je sais. Nous ferons quelque chose de spécial ce week-end. Je promets. Tu sais, je ne manquerai pas ça si ce n'était pas absolument essentiel. La ligne est devenue silencieuse pendant un moment, et j'ai pu entendre des voix en arrière-plan. Étaient-ce de la musique? Cela ressemblait à des rires, au bruit d'un restaurant, mais cela ne pouvait pas être juste s'il était au bureau. Michel, où es-tu exactement en ce moment? Ai-je demandé, ma voix plus aiguë que je ne l'avais voulu, mais il avait déjà raccroché. Je suis resté là, tenant le téléphone, sentant quelque chose de froid s'installer dans mon estomac, comme une pierre tombant dans de l'eau calme. 10 ans de mariage et mon mari ne pouvaient même pas rester en ligne assez longtemps pour s'excuser correctement de gâcher notre anniversaire. 10 ans à être compréhensive, à être flexible, à faire passer ses besoins avant les miens. 10 ans à croire que notre mariage était assez fort pour surmonter n'importe quelle tempête, y compris sa carrière exigeante. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui allait tout changer. Je n'allais pas rester à la maison à me morfondre, à fixer la carte d'anniversaire qu'Emma nous avait faite tout en mangeant des plats à emporter seul. Si Michel était vraiment au bureau à travailler si dur qu'il ne pouvait pas consacrer 3 heures à dîner avec sa femme, alors peut-être que je le surprendrais, lui apporterais du café, verrais comment il allait, peut-être même le convaincrais de faire une courte pause pour un dîner romantique quelque part près de son bureau. Peut-être que nous pourrions sauver quelque chose de notre anniversaire après tout. J'ai enlevé la robe rouge et mis un jean et un pull, me sentant stupide d'être si bien habillé pour rien. En raccrochant la robe dans le placard, je me suis souvenu de l'avoir achetée avec tant d'espoir, tant d'enthousiasme à l'idée de passer une soirée spéciale avec mon mari. Maintenant, elle ressemblait juste à la preuve de ma naïveté, de ma capacité infinie à croire que cette fois serait différente. J'ai attrapé mon sac et mes clés et j'ai conduit les 20 minutes jusqu'au centre-ville où travaillait Michel pour Dupont et Associés, une entreprise de marketing de taille moyenne installée dans une tour de verre étincelante. Le bâtiment était majoritairement sombre quand je me suis garé dans le parking, ce qui était logique. Il était plus de 19 heures un mardi soir. La plupart des gens normaux étaient rentrés chez eux avec leur famille, dînaient, aidaient leurs enfants à faire leurs devoirs, vivaient le genre de vie que je pensais que Michel et moi avions. Mais la Honda argentée de Michel était là, garée à sa place habituelle près de l'entrée du bâtiment, ce qui me donnait espoir. Au moins, il était vraiment au travail. Au moins, cette partie n'était pas un mensonge. Je me sentais coupable de douter de lui, de laisser mon imagination s'emballer juste parce que j'avais entendu des bruits de fond lors d'un appel téléphonique. Le gardien de sécurité, Jules, m'a reconnu lors des fêtes de Noël de l'entreprise et m'a fait signe avec un sourire amical. C'était un homme plus âgé, probablement dans la soixantaine, qui travaillait à la sécurité du bâtiment depuis des années. Encore au travail tard, a-t-il demandé avec sympathie, secouant la tête. Dites à votre mari qu'il doit apprendre l'équilibre travail-vie privée. Une jolie femme comme vous ne devrait pas passer ses nuits d'anniversaire seule. J'ai forcé un rire et me suis dirigé vers les ascenseurs, mes talons claquant sur le sol en marbre du hall. Vous savez comment c'est, Jules. Gros client, échéance importante. Mais même en le disant, quelque chose me semblait étrange. Le commentaire de Jules sur les nuits d'anniversaire. Avais-je mentionné que c'était notre anniversaire? Je ne le pensais pas. Peut-être que Michel lui avait dit quelque chose quand il était arrivé ce soir-là. Le bâtiment semblait étrangement silencieux, avec seulement le doux bourdonnement de la climatisation et le bruit lointain de ce qui pouvait être une radio jouant quelque part. L'ascenseur est monté en douceur jusqu'au 4e étage, et j'ai essayé de planifier ce que je dirais quand je verrais Michel. Peut-être que je suggérerais de commander de la nourriture chinoise à son bureau, de faire de mon mieux dans une mauvaise situation. Peut-être que je m'assierais simplement avec lui pendant qu'il travaillait, heureuse de passer notre anniversaire à le regarder taper des emails si c'est ce qu'il fallait. Le bureau de Michel était au 4e étage dans une suite d'angles qui reflétait sa position de chef de compte senior. Alors que je descendais le couloir vers son bureau, j'ai passé les cubicules de ses collègues, tous vides et sombres. L'équipe de nettoyage était déjà passée. Je pouvais sentir la légère odeur de nettoyant industriel et voir les traces d'aspirateur dans la moquette. Tout avait l'air normal, exactement comme on s'attend à ce qu'un immeuble de bureau ressemble à 20 heures un mardi soir. Mais en m'approchant du coin de Michel, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait m'arrêter. La lumière venait de sous la porte de la grande salle de conférence,
celle où Michel tenait des réunions clients et des présentations. Et je pouvais entendre des voix basses, des voix intimes qui ne ressemblaient certainement pas à une réunion d'affaires. En fait, elles ressemblaient à l'opposé des affaires. Mon cœur a commencé à battre plus vite en m'approchant de la porte de la salle de conférence. Les voix sont devenues plus claires, et j'en ai reconnu une immédiatement. C'était Michel, mais il parlait sur un ton que je n'avais pas entendu depuis des mois. Doux, affectueux, la façon dont il me parlait quand nous sortions ensemble, quand il pensait encore que j'étais la personne la plus fascinante du monde. « Tu es incroyable ce soir. » Je l'ai entendu dire, et mon sang s'est glacé. Ce soir, avait-il dit, ce soir, comme si c'était une occasion planifiée. Comme si quelqu'un s'était habillé pour lui comme je m'étais habillé pour notre dîner d'anniversaire. Je me suis pressé contre le mur à côté de la porte, mes mains tremblant alors que j'essayais de comprendre ce que j'entendais. La partie rationnelle de mon cerveau cherchait des explications innocentes. Peut-être était-ce un dîner client qui avait été déplacé au bureau. Peut-être parlait-il à une collègue de sa tenue de présentation. Peut-être que je comprenais mal tout. Mais ensuite, il y eut le rire d'une femme, léger, musical, complètement inconnu. Pas le rire d'une associée ou d'une cliente. C'était intime, personnel, le rire de quelqu'un qui était à l'aise, quelqu'un qui se sentait spécial. « Tu sais toujours exactement quoi dire », a-t-elle répondu. Et j'ai entendu le bruit d'une chaise qui raclait le sol, des pas qui se rapprochaient. Le bruit m'a fait tressaillir parce que je savais ce que cela signifiait. J'avais entendu ce même bruit dans notre propre salle à manger d'innombrables fois. Le bruit de Michel reculant sa chaise et faisant le tour de la table pour venir là où j'étais assise, généralement pour voler un baiser ou me murmurer quelque chose de romantique à l'oreille. C'était le son de l'intimité, de la connexion, de l'amour. J'ai pensé à ça toute la journée. La voix de Michel à nouveau, rauque d'une manière qui me donnait la nausée. C'était sa voix de chambre à coucher. La voix qu'il utilisait avec moi quand nous étions jeunes mariés et que nous ne pouvions pas nous tenir les mains. À propos de toi. À propos de nous? Sarah n'a aucune idée. Et honnêtement, je ne suis pas sûr que ça me regarde si elle le découvre. Cette chose entre nous, c'est réel, n'est-ce pas? Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Sarah n'a aucune idée. Il parlait de moi comme si j'étais un obstacle, un inconvénient qui se tenait sur le chemin de son bonheur. Comme si notre mariage de longue date n'était qu'une chose à contourner tout en poursuivant ce qu'il voulait vraiment. La réponse de la femme était étouffée, comme si elle parlait directement dans son oreille ou dans son cou. Mais j'ai attrapé assez de mots pour comprendre. Quelque chose sur le fait qu'elle l'attendait depuis longtemps pour qu'il me quitte. Sur la façon dont elle n'avait jamais ressenti ça pour personne auparavant. Comment ils méritaient d'être heureux ensemble. Comment je le retenais de son vrai potentiel. Comment elle pouvait voir l'homme qu'il était vraiment sous la façade du mari bourgeois ennuyeux. Je suis resté figé dans ce couloir pendant ce qui a semblé être des heures, mais qui a probablement été seulement quelques secondes. Tout mon monde s'effondrait autour de moi. 10 ans de mariage. 10 ans à croire que j'avais un mari dévoué qui travaillait trop mais qui m'aimait complètement. 10 ans à trouver des excuses pour son absence. À le défendre auprès de mes amis quand il faisait remarquer à quel point il manquait aux événements familiaux. À me dire que son dévouement à sa carrière était en fait un dévouement à l'avenir de notre famille. 10 ans d'être une idiote. Mais alors quelque chose en moi a changé. Le choc et le chagrin se sont transformés en quelque chose de plus vif, de plus concentré. La colère. Une colère pure et cristalline qui a traversé ma confusion comme une lame. Michel ne me trompait pas seulement. Il le faisait le jour de notre anniversaire, dans son bureau, tout en me mentant en pleine figure à propos de son travail. Il m'avait fait me sentir coupable de vouloir passer du temps avec lui. Il m'avait fait douter si j'étais trop exigeante, trop demandeuse, trop un fardeau pour sa carrière importante. Et tout ce temps, il était là avec une autre femme, planifiant son évasion de notre mariage, tandis que je restais à la maison à me demander ce que je faisais de mal. J'ai sorti mon téléphone et, d'une main étonnamment stable, j'ai ouvert l'application caméra. Si Michel pensait qu'il pouvait détruire notre mariage et m'humilier sans conséquence. Il allait bientôt apprendre à quel point il avait tort. J'avais passé 10 ans à être la femme compréhensive, la partenaire dévouée qui ne faisait jamais de vagues. Mais cette femme avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus dur, quelqu'un qui ne se laisserait plus exploiter. J'ai appuyé sur enregistrer et j'ai lentement, soigneusement, juste entrouvert la porte de la salle de conférence.
Ce que j'ai vu par cette mince fente m'a fait tressaillir l'estomac et mon cœur s'est arrêté simultanément. Michel était appuyé contre la longue table de conférence, sa cravate desserrée, sa chemise partiellement déboutonnée d'une manière qui suggérait que les choses avaient progressé au-delà de la simple conversation. Ses cheveux étaient en désordre, son visage rougi, et il regardait quelqu'un avec une expression d'adoration pure que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis des années. Et debout entre ses jambes, passant ses mains dans ses cheveux pendant qu'il tenait sa taille, se trouvait quelqu'un que je reconnaissais, quelqu'un dont le visage je connaissais aussi bien que le mien, dont le rire j'entendais depuis qu'elle était bébé, dont la présence dans ma vie je n'avais jamais douté car elle était de la famille. C'était Jessica, ma sœur Jessica, ma petite sœur, que j'avais aidée à élever après la mort de nos parents dans un accident de voiture quand elle avait 15 ans et moi 22 ans. La sœur que j'avais essentiellement adoptée qui avait vécu avec Michel et moi pendant 2 ans pendant qu'elle terminait ses études secondaires et se mettait sur pied. La sœur pour laquelle j'avais payé les études, co-signé des prêts, aidé à travers chaque rupture et crise de carrière. La sœur qui était la tante préférée d'Emma, qui venait à chaque fête d'anniversaire et dîner de fête, en qui j'avais confiance avec mes secrets et mes peurs les plus profonds. La sœur qui embrassait mon mari dans la salle de conférence de son bureau le jour de notre 10e anniversaire de mariage. La trahison m'a frappé comme un coup physique si intense que j'ai dû me tenir au cadre de la porte pour ne pas tomber. Ce n'était pas juste une liaison. C'étaient les 2 personnes que j'aimais le plus au monde en train de détruire systématiquement tout ce qui m'était cher. Et d'après ce qu'il disait, la mention décontractée que Sarah n'avait aucune idée, la discussion sur les délais et les futurs. Cela durait depuis un moment. Ce n'était pas un moment de faiblesse ou une erreur récente. C'était une relation planifiée et en cours, construite sur des mensonges et de la tromperie. J'ai enregistré pendant peut-être 30 secondes avant de ne plus pouvoir en supporter davantage. Mes mains tremblaient tellement que j'avais peur que le téléphone glisse et me trahisse. J'ai regardé Michel tracer des motifs sur le dos de Jessica, de la même manière qu'il traçait des motifs sur le mien. J'ai regardé sa façon de rire à quelque chose qu'il lui murmurait à l'oreille. Le même rire intime qui était autrefois réservé à moi. Je les ai vus planifier leur avenir ensemble pendant que le mien s'effondrait autour de moi. Je me suis retiré de la porte aussi silencieusement que possible et j'ai atteint l'ascenseur avant que les larmes ne commencent. Mais ce n'était pas juste des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage, de trahison si profonde qu'on aurait dit que quelque chose de vital avait été arraché de ma poitrine et remplacé par du verre brisé. L'ascenseur a semblé mettre une éternité à atteindre le rez-de-chaussée. Et quand les portes se sont ouvertes, je sanglotais tellement fort que je voyais à peine. Jules a levé les yeux de son bureau de sécurité avec inquiétude. « Madame, allez-vous bien? Quelque chose s'est-il passé ?» Je voulais tout lui dire. Je voulais crier que mon mari et ma sœur étaient en haut en train de détruire ma vie pendant que je me tenais dans son hall en train de m'effondrer. Au lieu de cela, j'ai réussi à murmurer « Je vais bien, juste du stress au travail. » Et je me suis dirigé vers la sortie. Le trajet de retour à la maison a été un flou de larmes, de rage et d'incrédulité. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les fois où Jessica s'était renseignée sur Michel récemment. Comment elle venait plus souvent au cours de la dernière année. Comment elle avait proposé de garder Emma tant de fois quand Michel et moi avions besoin de soirées en amoureux. Ce qui n'est jamais arrivé. Comment elle s'était montrée si intéressée par son travail, son emploi du temps, ses voyages d'affaires. J'ai pensé à l'intérêt soudain de Michel pour l'exercice, à son nouveau parfum, à la façon dont il avait commencé à poser son téléphone face cachée sur la table pendant le dîner. Combien de fois avaient-ils été ensemble pendant que j'étais au travail ? Combien de dîners de famille avaient-ils fréquenté tout en planifiant secrètement leur liaison? Combien de fois Jessica m'avait-elle serré dans ses bras en partant tout en pensant à la prochaine fois qu'elle verrait mon mari? Mais quand je suis rentré dans mon allée, mes larmes s'étaient séchées, et quelque chose de froid et de calculateur avait pris leur place. Michel et Jessica pensaient être très malins, très prudents. Ils pensaient pouvoir organiser leur petite liaison sous mon nez et que je ne le saurais jamais. Ils pensaient que j'étais trop confiante, trop naïve, trop ennuyeuse pour jamais le découvrir. Ils m'ont complètement sous-estimé. Je suis rentré à l'intérieur et je me suis versé un verre de vin. La bonne bouteille que Michel et moi avions gardée pour notre dîner d'anniversaire. L'ironie n'a pas échappé à mon attention. Ensuite, je me suis assise à mon ordinateur portable et j'ai commencé à planifier. S'ils voulaient jouer, j'allais leur montrer comment faire. D'abord, j'ai téléchargé la vidéo que j'avais prise sur un compte de stockage cloud sécurisé, en faisant plusieurs copies au cas où il arriverait quelque chose à l'original. Ensuite, j'ai créé une nouvelle adresse email sous un faux nom et j'ai commencé à rassembler des preuves.
J'ai consulté ses relevés de téléphone en ligne, Dieu merci pour les forfaits familiaux partagés qui me donnaient accès à des informations de facturation détaillées, et j'ai trouvé des dizaines d'appels et de messages textes au numéro de Jessica, souvent tard le soir quand il était censé dormir à côté de moi. La logique était claire une fois que je savais quoi chercher. Appels tardifs qui duraient des heures. Échange de messages textes qui avaient lieu pendant les heures où Michel prétendait être en réunion importante. Appels téléphoniques passés depuis des endroits qui ne correspondaient pas à ses déplacements. Tout était là, documenté noir sur blanc par la compagnie de téléphone. J'ai ensuite consulté nos relevés de cartes de crédit, remontant à plusieurs mois, à la recherche de frais que je ne pouvais pas expliquer. Et ils étaient là, cachés à la vue de tous parmi les dépenses professionnelles légitimes et les achats familiaux. Reçu de dîner pour 2 dans des restaurants où je n'étais jamais allé. Toujours les soirs où Michel prétendait travailler tard. Frais d'hôtel les week-ends où Jessica disait qu'elle rendait visite à des amis en dehors de la ville. Même une charge dans une bijouterie le mois dernier, un magasin où Michel n'avait certainement rien acheté pour moi. Plus je creusais, plus je trouvais de preuves. Ils avaient été négligents, probablement parce qu'ils pensaient que j'étais trop confiante et naïve pour regarder. Achat de station-service près de l'appartement de Jessica alors que Michel était censé être de l'autre côté de la ville. Achat de fleurs qui coïncidaient avec Jessica postant des photos de bouquets anonymes sur ses réseaux sociaux. Billets de concert achetés par paire alors que Michel m'avait dit qu'il était trop occupé pour les soirées en amoureux. Il m'a fallu 3 jours pour reconstituer un tableau complet de leur liaison, et ce que j'ai trouvé m'a rendu physiquement malade. Ils se fréquentaient depuis au moins 8 mois, peut-être plus. La chronologie a commencé à peu près au moment où Michel avait entamé son emploi du temps de travail intense, et Jessica avait commencé à passer plus souvent pour prendre des nouvelles de sa grande sœur. Ils avaient utilisé notre chalet familial pour des escapades romantiques tout en me disant qu'ils l'utilisaient séparément. Jessica pour des retraites équestres et Michel pour des parties de pêche en solitaire pour se vider la tête. J'ai trouvé des reçus pour des courses achetées par paire, du vin que je savais que Jessica aimait, mais que Michel évitait habituellement. Même une charge pour de la nouvelle literie qui avait été livrée au chalet à mon insu. Mais le pire a été de lire certains des messages textes que j'ai réussi à récupérer de la sauvegarde du téléphone de Michel via notre compte iCloud partagé. Des messages où il riait de mon ignorance, de la facilité avec laquelle il était de me tromper. Jessica m'appelait pathétiquement dévouée à un homme qui ne me méritait pas. Michel convenait que j'étais devenue ennuyeuse et prévisible. Que Jessica le faisait se sentir à nouveau vivant d'une manière que je n'aurais jamais pu. Il y avait des messages sur leur amour mutuel, sur leur impatience d'être ensemble correctement. Jessica écrivait qu'elle avait parfois pitié de moi, coincée avec un homme qui avait clairement grandi au-delà de moi. Michel répondait qu'il pensait au divorce depuis des années, mais qu'il ne voulait pas perturber l'enfance d'Emma. Il prévoyait d'attendre qu'Emma soit plus âgée, que le divorce soit moins traumatisant pour elle avant de rendre leur relation publique. Quelle gentillesse de leur part de penser au bien-être de ma fille tout en détruisant systématiquement sa famille. Vendredi, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Michel prévoyait de travailler tard à nouveau. Quelle surprise. Et Jessica m'avait texté plus tôt pour demander si elle pouvait venir dîner. Ta sœur me manque, avait-elle écrit, avec des émojis cœur. On dirait qu'on n'a pas eu de temps de qualité ensemble depuis une éternité. L'audace était à couper le souffle. Elle voulait venir pour un moment de complicité entre sœurs tout en planifiant secrètement de voler mon mari. Elle voulait s'asseoir à ma table et manger ma nourriture tout en pensant à la prochaine fois qu'elle serait dans les bras de Michel. Je lui ai dit de venir à 19h que je préparais son plat de pâtes préféré, linguine aux palourdes et sauce blanche, la recette que notre mère nous avait apprise quand j'apprenais à cuisiner. Ensuite, j'ai invité quelques autres personnes à nous rejoindre. Ma mère, les parents de Michel, nos amis communs, Marc et Lise, qui étaient venus à notre mariage, et ma voisine Carole, qui avait toujours été comme une deuxième mère pour moi. Juste un petit dîner, leur ai-je dit quand j'ai appelé pour les invitations. J'ai quelque chose d'important à partager avec tout le monde. Quelque chose qui affecte toute notre famille. J'ai passé l'après-midi de vendredi à cuisiner et à nettoyer, préparant ma maison pour ce qui serait soit le moment le plus satisfaisant de ma vie, soit un désastre complet. J'ai préparé la linguine aux palourdes et sauces blanches préférées de Jessica avec des palourdes fraîches et du bon vin blanc. J'ai fait cuire du pain frais maison, le genre qui remplit la maison d'odeurs chaudes et réconfortantes. J'ai mis la table avec notre belle vaisselle, le service de mariage que la grand-mère de Michel nous avait donné, avec des serviettes en tissu et les chandeliers en argent que nous n'utilisions que pour les occasions spéciales.
Si c'était le dernier dîner de famille que nous aurions jamais, j'allais bien le faire. J'ai également configuré notre téléviseur intelligent pour le connecter à mon téléphone, j'ai testé les niveaux audio et je me suis assuré que la vidéo que j'avais enregistrée serait diffusée clairement pour que tout le monde la voie. J'ai imprimé des copies des messages textés des relevés de cartes de crédit les plus accablants, en les organisant en dossiers bien rangés pour chaque invité. Je voulais que tout soit parfait, professionnel, indéniable. Jessica est arrivée pile à l'heure, apportant des fleurs, des iris, mes préférés, et portant une nouvelle robe que je ne reconnaissais pas. Elle était magnifique, probablement chère, certainement pas quelque chose qu'elle pouvait se permettre avec le salaire de serveuse qu'elle prétendait avoir. Elle m'a serré fort dans ses bras et m'a dit combien elle était reconnaissante d'avoir une sœur aussi merveilleuse, combien elle aimait nos dîners de famille. La performance était digne d'un Oscar. Où est Michel ? A-t-elle demandé négligemment en m'aidant à disposer les verres à vin, sa voix parfaitement innocente. Toujours au travail tard, je suppose. En fait, dis-je, ma voix parfaitement stable. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. J'ai appelé son bureau et je lui ai dit qu'il devait rentrer immédiatement. Urgence familiale. Le visage de Jessica a vacillé un instant. Surprise, peut-être même panique avant qu'elle ne se reprenne avec une aisance habituelle. Oh non. Est-ce que tout va bien ? Emma est blessée ? Emma va bien, je l'ai assuré. Elle est toujours chez maman. C'est à propos de toute autre chose, mais tout va bien se passer. Mieux que bien, en fait. Les autres invités sont arrivés à quelques minutes d'intervalle, et bientôt ma salle à manger était remplie des personnes qui comptaient le plus pour moi. Tout le monde discutait et riait, profitant du vin et des hors-d'œuvre que j'avais préparés, complètement inconscients qu'ils allaient assister à l'implosion de mon mariage et à la fin de ma relation avec ma sœur. Les parents de Michel parlaient de leur récente croisière en Alaska. Marc et Lise partageaient des anecdotes amusantes sur le dernier drame de leur fils adolescent. Ma mère a complimenté les fleurs apportées par Jessica et s'est renseignée sur son travail, sa vie amoureuse, ses projets d'avenir. Carole, qui me connaissait depuis la naissance d'Emma, a demandé notre dîner d'anniversaire et si nous avions passé un bon moment. Oh, nous avons fini par le reporter, ai-je dit en douceur. Michel a eu une urgence au travail, mais c'est d'ailleurs ce que je voulais partager avec tout le monde ce soir. Michel est entré par la porte exactement à 19h30, l'air pressé et confus. Il s'était clairement précipité à la maison d'où qu'il soit réellement, probablement inquiet qu'il soit arrivé quelque chose à Emma ou à moi. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa cravate desserrée, et il y avait une légère odeur de parfum qui s'accrochait à ses vêtements. Le même parfum que j'avais remarqué depuis des mois. Son visage montrait une réelle préoccupation jusqu'à ce qu'il voie la foule dans notre salle à manger. Et puis la confusion a pris le dessus. « Sarah, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, desserrant sa cravate et regardant nos invités. « Tu as dit qu'il y avait une urgence. »« Il y en a une, » ai-je dit calmement, me levant et me déplaçant vers la tête de la table où tout le monde pouvait me voir clairement. « S'il vous plaît, tout le monde, asseyez-vous. J'ai quelque chose de très important à partager, quelque chose qui va changer nos vies à tous. » Michel s'est assis lentement, ses yeux passant de moi à Jessica, qui était devenue pâle et agrippait son verre à vin comme une bouée de sauvetage. Je pouvais voir le moment où il a réalisé que quelque chose n'allait pas du tout. Son visage a traversé une série d'expressions, confusion, inquiétude, puis horreur naissante alors qu'il commençait à comprendre que ses mensonges soigneusement construits étaient sur le point de s'effondrer. Il y a 10 ans, j'ai commencé, ma voix claire et stable. Michel et moi nous sommes mariés dans cette maison même, entourés des personnes que nous aimions le plus. Nous avons promis de nous être fidèles, de nous soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments, de construire une vie ensemble basée sur la confiance et l'honnêteté. J'ai marqué une pause, regardant autour de la table les visages confus de notre famille et de nos amis, laissant le poids de ces mots s'installer dans la pièce. J'ai complètement cru en ces promesses, et je les ai tenues fidèlement pendant 10 ans. Grâce aux longues heures de Michel et à son stress au travail, aux difficultés financières et aux crises familiales, aux défis quotidiens qui mettent à l'épreuve chaque mariage, j'ai cru que nous étions une équipe, que nous construisions quelque chose ensemble qui durerait pour toujours. Michel a commencé à dire quelque chose, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. J'ai sorti mon téléphone et l'ai connecté à notre téléviseur intelligent, qui était visible depuis la salle à manger. Il y a 3 jours, le jour de notre 10e anniversaire de mariage, Michel m'a dit qu'il ne pouvait pas m'emmener à notre dîner prévu chez Trattoria Giovanni, le même restaurant où il m'avait demandé en mariage, car il travaillait tard sur un projet important. Il semblait tellement stressé,
tellement débordé par le travail que j'ai décidé de le surprendre. La pièce était complètement silencieuse maintenant. Le visage de Michel était blême, et Jessica semblait sur le point de vomir. Je pouvais sentir la tension monter, comme l'air avant un orage. Je suis allé à son bureau pour lui apporter du café et peut-être voler quelques minutes ensemble le jour de notre anniversaire. J'ai continué, ce que j'y ai trouvé, ce n'était pas mon mari travaillant tard. Ce que j'ai trouvé, c'était mon mari avec une autre femme, faisant des projets pour leur avenir ensemble tout en discutant de l'ignorance et de la pathétisme de sa femme. J'ai appuyé sur lecture de la vidéo et la voix de Michel a rempli la pièce, parlant de la réalité de ses sentiments pour sa maîtresse, de son incertitude quant à savoir s'il se souciait encore qu'elle le découvre, de la façon dont je n'avais aucune idée de ce qui se passait réellement. L'audio était suffisamment clair pour que tout le monde puisse entendre chaque mot, chaque murmure intime, chaque rejet décontracté de notre mariage. Michel s'est levé de sa chaise, son visage un masque de panique. « Sarah, je peux expliquer. »« Asseyez-vous » dis-je fermement. Et quelque chose dans ma voix, quelque chose de froid et d'autoritaire que je n'avais jamais entendu auparavant, l'a fait obéir immédiatement. « Vous aurez votre chance de parler, mais d'abord, tout le monde doit voir qui Michel a choisi pour me remplacer. » J'ai mis la vidéo en pause au moment où le visage de la femme mystère est devenu visible, et la pièce a éclaté en halètements et en exclamations de surprise. Il y avait Jessica, parfaitement nette, passant ses mains dans les cheveux de mon mari tout en disant combien de temps elle attendait qu'il me quitte. Le silence qui a suivi était assourdissant. La mère de Michel regardait son fils avec horreur, la main sur la bouche. Ma mère regardait alternativement moi et Jessica, comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qu'elle voyait. Marc et Lise sont restés figés, leur dîner oublié, leur visage reflétant le choc et l'incrédulité que j'avais ressentis 3 jours auparavant. Jessica a finalement trouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie en un murmure à peine audible. « Sarah, je peux expliquer. Ce n'est pas ce qu'il semble. »« Vraiment ?» ai-je demandé, ma voix toujours étrangement calme malgré la tempête qui faisait rage en moi. « Parce que cela ressemble à ma sœur et mon mari ayant une liaison. Cela ressemble aux 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde se conspirant derrière mon dos et se moquant de la facilité avec laquelle j'étais trompé. » J'ai sorti des copies imprimées de messages textés de relevés de cartes de crédit organisés en dossiers bien rangés que j'ai distribués autour de la table. Cela ressemble à 8 mois de mensonges, de trahison et de tromperies systématiques. J'ai commencé à lire certains des messages textes à voix haute. Ceux où ils se moquaient de moi, où ils planifiaient leurs escapades secrètes, où ils discutaient de leur avenir ensemble tout en me rejetant comme un obstacle ennuyeux. À chaque message, Jessica se recroquevillait davantage dans sa chaise. Et Michel avait l'air de vouloir disparaître complètement. Le père de Michel, un homme silencieux qui élevait rarement la voix, a parlé le premier. « 8 mois, a-t-il demandé, la voix tremblant de colère. « Tu nous mens à tous depuis 8 mois. »« Ma préférée, dis-je, en montrant une impression particulière du mois dernier. » Jessica texant Michel. « Je suis désolé pour Sarah. Parfois, elle n'a aucune idée à quel point elle est devenue ennuyeuse. Tu mérites tellement mieux qu'une femme au foyer de banlieue qui a perdu tout son éclat. » Et la réponse de Michel. « Encore 8 mois et Emma sera assez grande pour supporter le divorce. Alors nous pourrons enfin être ensemble correctement. » Le père de Michel s'est levé brusquement, le visage rouge de colère. « Sors, a-t-il dit à son fils, la voix tremblante. Sors de cette maison tout de suite. Je ne veux pas te regarder. » Ma mère pleurait, regardant Jessica avec un air de trahison et de déception complète qui m'a brisé le cœur encore une fois. « Comment as-tu pu faire ça à ta sœur » a-t-elle murmuré après tout ce qu'elle a fait pour toi. « Comment as-tu pu » ? Je n'ai pas fini, dis-je, et tout le monde s'est rassié. Voyez-vous, la chose avec la confiance, c'est qu'une fois qu'elle est brisée, vous commencez à tout remettre en question. Alors, j'ai fait d'autres recherches. J'ai sorti un autre ensemble de papiers, des documents financiers que j'avais passé des heures à organiser et à analyser. Jessica, tu te souviens de ce poste que tu m'as dit avoir trouvé, ce poste en marketing dans cette start-up du centre-ville. Je les ai appelés. Ils ne t'ont jamais entendu parler, mais j'ai découvert d'où venait ton argent. Le visage de Jessica est devenu blanc. Sarah, s'il te plaît. Tu as volé dans le fonds universitaire d'Emma, ai-je annoncé, et la pièce a éclaté à nouveau en voix choquée. Le compte que Michel et moi avions mis en place pour l'éducation de notre fille. Tu en as pris de l'argent pendant des mois pour financer ta petite liaison, tes dîners, tes hôtels, cette jolie robe que tu portes en ce moment.
Michel a essayé de se lever à nouveau, mais son père l'a repoussé avec plus de force que nécessaire. Tu as volé ta propre fille, a murmuré sa mère, et j'ai pu entendre le chagrin dans sa voix. 8 000 €, ai-je continué, ma voix devenant plus forte à chaque révélation. 8 000 € qui étaient censés assurer l'avenir d'Emma, partis pour payer des chambres d'hôtel et des dîners coûteux et des bijoux pour ma sœur, et ce n'est que ce que j'ai pu retracer facilement. L'enquête est en cours. La pièce était dans le chaos maintenant. Les parents de Michel se disputaient avec lui à voix basse et en colère pendant que sa mère pleurait. Ma mère demandait encore et encore à Jessica comment elle avait pu trahir sa propre famille ainsi. Marc et Lise regardaient simplement leurs assiettes, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. Mais je n'avais pas fini. J'avais passé 3 jours à préparer ce moment, et j'allais dire tout ce qui devait être dit. Il y a une dernière chose, dis-je, et la pièce se tut à nouveau. Jessica, Michel, je veux que vous sachiez tous les deux que j'ai déjà demandé le divorce. Les papiers ont été signifiés à Michel à son vrai bureau il y a 1 heure. Pas la salle de conférence où vous deux aviez une célébration d'anniversaire romantique, mais son bureau réel où ses collègues pouvaient voir exactement quel genre d'homme il côtoyait. Jessica a alors commencé à pleurer. De gros sanglots qui secouaient tout son corps. Sarah, je suis tellement désolé. C'est juste arrivé. Nous n'avons jamais voulu blesser personne. Ne le fais pas, ai-je dit vivement. N'ose pas minimiser ça. Tu n'es pas tombé accidentellement dans le lit de mon mari. Tu n'as pas accidentellement volé dans le fonds universitaire de ma fille. Tu ne m'as pas menti accidentellement pendant 8 mois tout en mangeant à ma table, en jouant avec mon enfant et en prétendant être ma sœur aimante. Je me suis levé et je me suis dirigé vers l'endroit où elle était assise, regardant son visage ruisselant de larmes. Tu veux savoir quelle est la vraie tragédie, Jessica? J'aurais tout fait pour toi. Quand maman et papa sont morts, je n'ai pas hésité à te prendre. J'avais 22 ans, à peine adulte moi-même, mais je suis devenue ta tutrice parce que la famille s'occupe de la famille. Ma voix devenait plus forte maintenant. Tout le contrôle calme que j'avais maintenu finissait par craquer. J'ai payé tes frais de scolarité quand tu n'as pas eu assez d'aide financière. J'ai co-signé des prêts pour ta voiture, ton appartement, tes cartes de crédit. Je t'ai aidé à traverser chaque rupture, chaque perte d'emploi, chaque crise. Je t'ai aimé comme ma propre fille, et tu as remboursé cet amour en essayant de détruire ma famille. Jessica a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai retirée comme si elle m'avait brûlé. S'il te plaît, Sarah, tu dois comprendre. Je ne voulais jamais te blesser. Michel et moi, nous avons essayé de lutter, mais nous ne pouvions pas nous empêcher de ressentir. Comment tu as ressenti, ai-je demandé, incrédule. Tu as ressenti que voler un enfant était acceptable. Tu as ressenti que te mentir en pleine face pendant 8 mois était justifié. Tu as ressenti que planifier la sortie de mon mari de notre mariage tout en jouant la tante parfaite pour sa fille était acceptable. Je me suis tourné vers Michel qui était assis, la tête dans les mains. Et toi, dis-je, ma voix montrant enfin une partie de la rage que j'avais retenue. Tu ne m'as pas seulement trahi. Tu as trahi Emma. Tu as volé l'avenir de ta propre fille pour financer ta liaison avec sa tante. Tu m'as fait douter de moi. Tu m'as fait penser que j'étais déraisonnable de vouloir passer du temps avec mon propre mari. Michel m'a regardé, les larmes coulant sur son visage. Sarah, je t'aime. Je sais que j'ai foutu en l'air au-delà de toute croyance, mais je t'aime. Nous pouvons résoudre ça. Nous pouvons aller en thérapie. Non, dis-je fermement. Nous ne pouvons pas. L'amour ne fait pas ce que tu as fait, Michel. L'amour ne détruit pas systématiquement la personne qui te fait le plus confiance. L'amour ne vole pas l'avenir d'un enfant pour acheter des cadeaux à une autre femme. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes juste avoir quelqu'un sur qui compter pendant que tu poursuis ce que tu veux vraiment. Je suis retourné à ma place en tête de table, me sentant plus forte et plus certaine que je ne l'avais été depuis des mois. J'ai organisé que vous collectiez tous les deux vos affaires de cette maison demain matin. Jessica, tout ce que tu as laissé ici au fil des années doit disparaître avant midi. Michel, tu as jusqu'à dimanche pour récupérer tes affaires. Après cela, tu n'es pas le bienvenu ici. La mère de Michel a pris la parole pour la première fois depuis la révélation. Sarah, ma chérie, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? Comment pouvons-nous t'aider, toi et Emma, à traverser ça? En fait, dis-je, en réussissant mon premier vrai sourire de la soirée. Il y en a, Emma ne sait rien de tout ça encore,
et j'aurai besoin d'aide pour le lui expliquer d'une manière qui ne détruira pas complètement sa relation avec son père. Même s'il ne mérite pas son amour. Elle aura besoin de ses grands-parents plus que jamais. Bien sûr, le père de Michel a dit immédiatement, sa voix plus douce maintenant. Tout ce dont toi et Emma avez besoin, nous serons toujours là pour vous deux. Ma mère avait finalement arrêté de pleurer et me regardait avec une sorte de fierté mêlée d'inquiétude. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es forte, dit-elle. Je ne sais pas comment tu tiens le coup. Je tiens le coup parce que je dois le faire, dis-je simplement, parce qu'Emma a besoin que je sois forte et parce que je refuse de laisser leur égoïsme me détruire. J'ai consacré 10 ans de ma vie à ce mariage et je ne vais pas perdre une minute de plus à pleurer, ce qui était clairement un mensonge depuis le début. J'ai regardé une dernière fois autour de la table les visages des personnes qui m'aimaient vraiment, qui étaient sincèrement choquées et horrifiées par ce qu'elles avaient appris. Je veux que tout le monde sache que ce dîner n'était pas une question de vengeance. Bien que je suis sûr que Jessica et Michel le ressentent. Il s'agissait de vérité. Ils ont menti à nous tous, manipulé tout le monde, fait passer pour des imbéciles des gens qui les aimaient inconditionnellement. Vous méritez tous de savoir qui ils sont vraiment. Jessica a essayé une dernière fois, la voix brisée. Sarah, je sais que tu me détestes en ce moment, et je le mérite, mais nous sommes toujours sœurs. Nous sommes toujours une famille. Ça doit compter pour quelque chose. Non, dis-je doucement, et quelque chose dans mon ton l'a fait arrêter de pleurer. Nous ne le sommes pas. La famille ne fait pas ce que tu as fait. La famille se protège, se soutient, se dit la vérité, même quand c'est difficile. Tu n'es plus ma famille, Jessica. Tu es juste quelqu'un que je connaissais. Le dîner s'est terminé peu de temps après. Michel et Jessica sont partis ensemble, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'ironie. Ils ont enfin pu être ensemble publiquement, juste pas comme ils l'avaient prévu. Ils avaient voulu se cacher pendant encore des mois, planifiant soigneusement leur révélation pour minimiser les dégâts à leur réputation. Au lieu de cela, ils sortaient de chez moi exposés et humiliés, leur mensonge soigneusement construit s'effondrant autour d'eux. Les parents de Michel m'ont serré dans leurs bras et m'ont promis de maintenir une relation solide avec Emma, quoi qu'il arrive avec leur fils. Ma mère est restée pour m'aider à nettoyer et pour s'assurer que j'allais vraiment bien. Ça va, a-t-elle demandé pendant que nous chargions le lave-vaisselle avec notre belle vaisselle. Probablement la dernière fois qu'elle serait utilisée pour un rassemblement familial. Vraiment? J'ai réfléchi un instant, surprise par ma propre réponse. Vous savez quoi? Je pense que oui. Pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Je n'arrêtais pas de penser que quelque chose n'allait pas chez moi, que je n'étais pas assez quelque chose, que j'étais un échec en tant qu'épouse. Mais ce n'était pas moi du tout. C'était eux. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau de mon avocat pour finaliser le règlement de divorce. Michel paierait une pension alimentaire et une pension alimentaire, bien sûr, mais plus important encore, il accepterait de rembourser chaque centime volé dans le fonds universitaire d'Emma avec intérêt. Le contrat de mariage que nous avions signé avant notre mariage protégeait la plupart de mes biens individuels et je garde la maison puisqu'Emma avait besoin de stabilité. Jessica faisait face à des accusations de vol. Et bien que je ne sache pas comment cela allait se dérouler, au moins il y aurait des conséquences. Mon avocat m'avait également aidé à obtenir une ordonnance de protection pour les tenir tous les deux à l'écart d'Emma et de moi, sauf pour des visites supervisées. La partie la plus satisfaisante a été d'apprendre que leur grande histoire d'amour avait échoué presque immédiatement après avoir été révélée. Apparemment, se cacher et planifier des escapades secrètes était beaucoup plus excitant que de faire face aux conséquences réelles de leur choix. Jessica avait déménagé dans un autre état en une semaine, prétendant avoir besoin d'un nouveau départ. Michel vivait dans un appartement studio en centre-ville, m'appelant tous les quelques jours pour mendier une autre chance. Emma avait mieux pris la nouvelle que je ne l'attendais. Elle était blessée et confuse, bien sûr. Mais elle était aussi remarquablement résiliente. Papa m'aimera-t-il toujours, avait-elle demandé. Et je l'avais assuré que peu importe ce qui se passerait d'autre, les sentiments de son père pour elle ne changeraient jamais. Je ne lui ai pas parlé du rôle de Jessica dans la liaison. Ce serait une conversation pour quand elle serait plus âgée, si jamais. Tu es triste que papa ne vive plus ici? Je lui avais demandé quelques jours après qu'il ait déménagé. Elle y a sérieusement réfléchi avant de répondre un peu, mais aussi un peu soulagée. Il était toujours grognon et fatigué, et tu avais l'air triste tout le temps. Maintenant, tu souris plus. Alors que je rentrais du bureau de l'avocat ce jour-là,
j'ai réalisé quelque chose qui m'a surprise. Je n'étais pas dévasté. Je n'étais pas brisé. J'étais libre. Libre d'un mariage construit sur des mensonges. Libre de me demander constamment ce que je faisais de mal. Libre d'essayer d'être suffisante pour quelqu'un qui avait déjà décidé que je ne l'étais pas. La maison semblait différente maintenant, plus légère d'une certaine manière, comme si un poids avait été soulevé de chaque pièce. Emma et moi avions commencé de nouvelles traditions, juste toutes les deux. Film du vendredi soir avec beaucoup trop de pop-corn et des sodas à la crème glacée. Pancake du samedi matin en forme d'animaux pendant que nous planifions notre journée. Balade à vélo du dimanche après-midi dans le parc suivi d'un déjeuner dans n'importe quel restaurant qui nous plaisait. Nous construisions une nouvelle vie ensemble, et c'était bien. Mieux que bien, en fait. C'était honnête, réel et plein de possibilités que j'avais oubliées. Je n'ai plus jamais entendu parler de Jessica après cette nuit-là. D'après ma mère, elle avait déménagé en Californie et travaillait comme barmaid dans une ville balnéaire, essayant de se réinventer loin des décombres de notre famille. Michel avait essayé de la contacter quelques fois, mais apparemment elle n'était pas intéressée à continuer leur relation une fois que ce n'était plus interdit et excitant. Qui aurait pu le prédire? Mais voici ce que j'ai appris de tout cela. Parfois, la pire chose qui vous arrive s'avère être la meilleure chose qui pouvait arriver. Cette nuit-là, à la table du dîner, en regardant le visage de mon mari et de ma sœur s'effondrer sous le poids de leur propre tromperie, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Je me suis sentie puissante. Je me suis sentie à nouveau moi-même. Ils pensaient être si malins, si prudents, si bien plus intelligents que la femme et la sœur ennuyeuse et prévisible qui n'avaient jamais compris. Mais ils m'ont complètement sous-estimé. Ils ont oublié que les silencieux, ceux qui aiment profondément et font entièrement confiance, sont aussi ceux qui se battent le plus fort quand ils comprennent enfin qu'ils sont en guerre. Michel était trop occupé à travailler pour m'emmener à notre dîner d'anniversaire. Mais ce mensonge m'a conduit à découvrir la vérité sur mon mariage, sur ma sœur, et sur ma propre force. Et maintenant, 1 an plus tard, je peux honnêtement dire que je suis reconnaissante. Reconnaissante pour la vérité. Reconnaissante pour la liberté. Et surtout, reconnaissante d'avoir découvert exactement qui j'étais quand tout s'est effondré. J'étais quelqu'un qui méritait mieux. Et j'étais enfin assez forte pour l'exiger.